Bonjour mesdames, messieurs, ravi d'être avec vous pour cette session de discussion qui va être consacrée à la migration. Migration, quelle coopération internationale et régionale face aux défis multiples. Alors pour en parler, je vais présenter dans un ordre qui n'est absolument pas protocolaire, excusez-moi d'avance, mais en tout cas les personnalités qui sont ici présentes. Je commence par Frédéric Ancel, qui est universitaire, docteur en géopolitique et essayiste français. Merci d'être là, Frédéric Ancel. Ensuite, Latifa Ibn Ziaten, qui est actrice associative. Je dirai un mot de votre histoire tout à l'heure, si vous le permettez. Amin Awad, bonjour et merci aussi d'être avec nous. Il y aura une traduction pour ceux qui s'exprimeront en langue anglaise ou en langue arabe dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à prendre le boîtier qui normalement doit être pas loin de vous. Et en tout cas, donc pour bien comprendre et bien suivre cette discussion, Monsieur Amin Awad, qui est au conseil d'administration de la Fondation pour la sécurité et la prévention et la promotion de la paix, qui est de nationalité soudanaise. Madame Nabila Makram Abdelchaïd, qui est ancienne ministre de l'immigration d'Égypte. Merci aussi d'être avec nous. Emmanuel Dupuis, qui est président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci aussi d'être là. Et puis Kader Abdelrahim, qui est directeur de recherche à Sciences Po Paris. Merci également d'être présent pour évoquer cette question de la migration qui, on sait, après une dimension fondamentale pour pour différents pays, évidemment les pays de destination qui ont mis évidemment en avant très largement cette problématique, et c'est parfois même, quand on regarde un petit peu les discours des uns et des autres, parfois même la pierre angulaire de leur politique. Et puis il y a les pays d'origine qui eux-mêmes non seulement ont du mal à voir partir leur jeunesse, mais aussi qui ont parfois du mal à comprendre ce que leur demandent les pays de destination pour freiner, pour endiguer cette vague migratoire. Je vais commencer par faire, si vous le voulez bien, un petit tour de table rapide. On va commencer par le début, pardonnez-moi mesdames, parce que normalement on commence par vous, mais voilà, on va essayer de faire comme ça dans l'ordre pour recueillir d'abord une impression générale sur la question migratoire. Quel défi, on va essayer de répondre à la question générale de cette discussion. Donc, quel défi, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler les situations? Merci Rachid, bonjour à toutes et à tous. J'ai pas de réponse, je vais commencer par ça. Comment on règle ce genre de situation? Je crois qu'on est surtout face à un paradigme qui est davantage culturel que géopolitique ou sécuritaire, comme tentent de nous le faire croire les dirigeants politiques, parce que cette migration aujourd'hui est devenue, comme le disent les spécialistes, circulaire. Et prenons l'exemple concret d'un pays comme le Maroc, qui, en même temps que son évolution économique, sociale et son développement, on voit qu'il y a une génération qui envisage de compléter ou d'assurer une formation à l'extérieur du Maroc, mais qui aussi envisage, et ça c'est la grande nouveauté, de revenir pour faire sa carrière professionnelle ou tout ou partie de sa vie professionnelle dans le pays d'origine. C'est intéressant parce que ça signifie que nous ne pouvons plus raisonner sur les questions migratoires avec les mêmes idées ou les mêmes concepts que ceux qui avaient cours dans les années 60 ou 70. Et qui plus est, le désordre du monde, les crises multiples, les guerres, évidemment, déstabilisent et les sociétés et par ricochet, évidemment, les États. Donc je crois que tous ces paradigmes qui sont très nouveaux doivent être intégrés dans notre réflexion pour envisager une prospective migratoire qui soit différente de celle que nous avons connue jusque-là.
Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Latifa Ebn Ziaten, qui est, je le disais en introduction, actrice associative, pour raconter très très brièvement votre histoire, Latifa. Eh bien, votre fils a été la première victime d'un terroriste bien connu. Et bon, on sait que le terrorisme et la migration, certains font le lien. Parfois, il y a un lien, et trop souvent, on fait un lien un petit peu rapide. En tout cas, votre fils a été la première victime de Mohamed Merah à Toulouse. C'était voilà un militaire, votre fils, là, Yarmo, qui donc voulait vendre sa moto, et il avait été piégé par Mohamed Merah qui l'a abattu. Depuis, vous sillonnez le monde pour répandre, si j'ai envie de dire, la bonne parole pour cette jeunesse, pour que cette jeunesse ne soit finalement pas perdue. Qu'est-ce que vous avez donc à dire de, des migrations en général et des défis qui sont les nôtres? Je sais notamment que vous avez des projets ici au Maroc liés à ça. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée de participer dans cette planète ce matin et merci à Sa Majesté et toute l'organisation de MEDES. D'abord, j'ai fondé cette association pour, malgré la souffrance, je voulais rester debout. J'ai un fils qui a refusé de se mettre à genoux, il est mort debout à Ahmed. Et j'ai dit, je resterai debout jusqu'à la fin de ma vie. Tant que j'ai la santé, j'essaie de tendre la main à cette jeunesse perdue, cette jeunesse qui a besoin d'aide. Mais question de migration, il ne faut pas oublier, chaque immigré, il a son histoire. Quand on quitte son territoire, on quitte son pays, il y a une raison. On ne quitte pas le pays comme ça, soit la guerre, soit la misère, soit la société, soit problème politique, soit aussi religion ferme. Il y a beaucoup de raisons que l'immigrant quitte son pays. Déjà, en tant qu'Africain immigré qui vit en Europe, c'était pas facile. Vous savez, quand on quitte son pays, on quitte sa famille, de vivre dans un autre pays, il faut s'intégrer, il faut vraiment l'intégration, d'apprendre la langue déjà, d'apprendre le mode de vie de l'Europe, de s'engager, de fonder une famille, d'accompagner. C'est pas aussi facile. Vous savez, 50 ans que je vis en Europe, en France, j'ai vécu des choses difficiles, des choses moins difficiles. L'immigré, il a son histoire. C'est pour ça que je pense, autant qu'en migrant, quand on quitte nos territoires, au lieu de les laisser partir, il faut les aider, il faut les accompagner, il faut s'investir avec l'immigration, que ce soit africaine, de toute, qui a besoin. Mais l'Afrique, il est capable de s'en sortir elle-même. Parce que moi, je suis partie en Afrique. La seule chose qui a besoin, c'est la jeunesse européenne qui peut donner l'exemple à cette jeunesse africaine, juste l'aide, de le pousser à avancer, d'amener de l'espoir, parce qu'ils sont capables de s'en sortir. On n'a pas besoin de les commander, mais juste les donner des idées. Merci beaucoup. Alors, si ça vous dérange pas, mesdames, messieurs, je vais aller directement à Frédéric Ancel. Je reviendrai évidemment vers vous dans quelques instants. Frédéric Ancel, qui, faut le dire, hein, pour l'assistance, vous avez une obligation dans quelques minutes, à 11 heures, et c'est la raison pour laquelle je voudrais quand même vous donner la parole avant. Alors, pour rappel, Frédéric Ancel, même si je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes universitaire, docteur en géopolitique, vous êtes aussi essayiste français, et la question migratoire est une question qui vous préoccupe, vous aussi, et sur laquelle vous travaillez depuis de longues années. Alors, quand on dit quel défi, est-ce qu'il y en a encore, ou alors est-ce que on est obligé de faire un constat et malheureusement de subir? Alors, merci beaucoup. Je suis toujours très très honoré de participer à ces MIDES qui sont toujours très, très remarquablement organisés et où on traite sans langue de bois des questions extrêmement essentielles. Et l'immigration en est une, bien évidemment. Je vais faire ce qu'on ne fait pas à Sciences Po, c'est un plan en 3 parties. Sciences Po, c'est 2 parties en général. 3 points, si vous permettez. Le premier, il relève d'une forme de fantasmagorie qui notamment prévaut, alors pas seulement en France, en Occident, en Europe plus particulièrement. On fantasme beaucoup les
les vagues migratoires. Je me souviens avoir invité aux rencontres internationales géopolitiques de Trouville-sur-Mer, que j'organise chaque année, j'en profite pour le dire, en Normandie, Madame Catherine Vitol de Windel, qui est la grande spécialiste en France et en Europe des migrations, qui est directrice de recherche émérite au CNRS. Elle disait la chose suivante, il y a quelques années, elle commence son propos introductif, sa leçon inaugurale, par un chiffre et une date. Elle nous dit à l'époque, vous vous rendez compte que depuis 1945, plus de 90% des migrants de l'ensemble de la planète ont été des migrants sud-sud. Histoire de casser à l'époque le fantasme de gigantesques vagues migratoires qui viendraient, entre guillemets, envahir le Nord. Deuxième point, je suis très très sensible à ce qui vient d'être dit par Latifa, les gens ne quittent que très exceptionnellement leur foyer, leur culture, leur climat, leur écosystème, leur langue éventuellement, leur gastronomie, leur mode vestimentaire, etc. Parce qu'ils en ont envie. Ça ne se passe pas comme ça. Sauf effectivement, mais je pense qu'on y reviendra lors de la table ronde, des cas de figure beaucoup plus sympathiques, d'étudiants par exemple qui migrent de plus en plus souvent, où là effectivement il y a un choix qui est fait. La plupart des migrants aujourd'hui sur Terre sont des gens profondément malheureux. Ils ne partent pas pour venir toucher en France le RSA ou le RMI ou le R, je ne sais pas quoi. Ils quittent leur foyer et leur pays qu'ils n'aimeraient pas devoir quitter, mais ils le font poussés soit par la guerre, soit par la famine organisée par la guerre, ce qui en général est relativement lié. Le deuxième point, que je voudrais développer, il est très rapide, mais vous le savez, ici on le sait bien, la migration, elle est naturelle, elle est totalement inhérente à l'humanité, totalement inhérente à l'espèce humaine, absolument, et depuis toujours, et en tout cas depuis les premières cités sumériennes. Et pendant de très longs siècles, pendant des dizaines de siècles, au moins depuis Sumer, sur 56-57 siècles, ce qui fait déjà beaucoup, vous me l'accorderez, les frontières n'étaient que très exceptionnellement marquées au sol. En réalité, les frontières étaient mouvantes, étaient fluctuantes. Dans la plupart des régions du monde, on transhumait, et pas seulement en Afrique sahélienne ou au Moyen-Orient, on transhumait beaucoup aussi en Europe, et par conséquent, la frontière était un concept d'abord assez évanescent. On pouvait la franchir, non pas qu'elle n'existait pas, elle existait souvent politiquement et fiscalement, mais on pouvait la franchir. Hier, pour venir ici depuis la France, un pays ami et allié, qui s'est rendu compte au plus haut niveau qu'il fallait rester amis et alliés, et peut-être plus encore que ces dernières années, je ferme la parenthèse, et je m'en réjouis infiniment, moi qui modestement ai été l'acteur de ce rapprochement ces dernières années, entre donc bien sûr la France et le Maroc, et bien pour venir ici, mais si vous voulez, la frontière, elle est à peu près partout, elle est extrêmement durcie. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène assez nouveau, qui remonte en réalité au début et au milieu du XXe siècle. Toujours dans ma deuxième de mes trois parties, rapidement, je vous rassure, la France et l'Europe, et moi je suis géopolitologue, mais je suis aussi un citoyen français et tout à fait patriote, nous avons cruellement besoin de bras et de cerveaux. Nous avons besoin de migrants. Ceux qui disent le contraire mentent ou ne savent pas de quoi ils parlent. Le taux de fécondité de ces dernières décennies ne nous permet déjà plus de maintenir le niveau de vie qu'on souhaite mener. C'est vrai pas seulement pour la France, pour toute l'Europe. Par conséquent, il nous faut des migrants. Et entre parenthèses, ce n'est plus seulement une question européenne. Parce que sauf au Sahel, je dis bien sauf au Sahel, dans tous les autres États et régions du monde, le taux de fécondité et la natalité de manière générale ont tellement baissé qu'on assiste le plus souvent à un véritable stress démographique. Regardez ce qui se passe en Asie, et notamment en Asie orientale, l'Inde étant un cas à moitié à part, parce que même là, le taux de fécondité a baissé. Mais enfin, vous avez une masse critique importante. Mais aujourd'hui, la Chine se retrouve dans une situation qui va, année après année, devenir de plus en plus catastrophique. Par conséquent, il faut bien que des régions ou des États ou des sociétés qui ne connaissent pas encore ce stress démographique, nous continuions absolument à accueillir des migrants. Et puis dernier point, je fais un petit focus très rapidement sur le Sahel.
Le Sahel est la seule région au monde où le taux de fécondité donc reste extrêmement élevé, et en fait le plus élevé puisqu'on est à 7, pratiquement 7 enfants par femme dans sa vie, ce qui équivaut à un doublement de la population tous les 20 ans, au maximum, un doublement de la population tous les 20 ans, et dans des conditions climatiques dont vous savez, comme moi ou mieux que moi d'ailleurs, je répète ce que disent les scientifiques, je ne suis pas un climatologue, vont devenir de plus en plus compliquées. Et vous avez d'ores et déjà, depuis les 5 principaux États du Sahel, donc du Tchad à la Mauritanie, vous avez une migration très importante qui s'effectue très peu au sud, parce qu'en réalité, il y a très très peu d'offres de travail au sud du Sahel, et les pays qui s'y trouvent sont en général au moins aussi pauvres, et puis on ne les attend pas. Et puis vous avez au Sud-Soudan, par exemple, un état de guerre civile extrêmement violent, etc. Donc à l'Est, c'est strictement impossible aujourd'hui avec la situation au Soudan et une mer Rouge qui, pour le coup, est totalement verrouillée. À l'Ouest, l'océan. Il reste le Nord. Et je dois vous dire que je suis d'abord, alors 2 points et c'est promis, je termine, je suis tout à fait heureux de constater à quel point l'État du Maghreb, du Grand Maghreb, qui accueille le plus humainement les populations de la bande sahélo-saharienne, c'est évidemment et de loin le Maroc. Et ça, je vais vous dire, c'est quelque chose qui n'est pas un signal faible pour moi, même pas seulement en tant qu'ami du Maroc, en tant que géopolitologue, ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose d'une capacité d'accueil, même si les conditions socio-économiques ne sont pas mirifiques, pour accueillir des centaines de milliers et sans doute bientôt des millions de gens qu'il faudra former, notamment sur le plan professionnel, mais ça note une forme d'assurance, de stabilité et de solidité du système qui n'est absolument pas négligeable. Et enfin, pour conclure, je crois que la France et l'Europe seraient bien inspirées d'aller jusqu'au bout du projet de ceinture verte. Nous avions, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous autres Européens, et hier je crois que ça a été dit lors d'une table ronde par une déléguée italienne, nous avions pour projet de débloquer plusieurs centaines de milliards d'euros sur une décennie d'abord, puis sans doute davantage après, pour créer ou renforcer les infrastructures permettant à l'essentiel, à la majorité des gens de la bande sahélienne, de pouvoir vivre d'abord de leur activité pastorale, qui est menacée aujourd'hui par une évolution climatique catastrophique, et simplement pour pouvoir vivre, et vivre correctement, décemment, là où ils sont. Et je serais très circonspect parce que depuis l'affaire ukrainienne, eh bien, une grande partie de l'Europe, et notamment l'Europe orientale, pour des raisons historiques évidentes, se tourne vers les questions russo-ukrainiennes et risque de ne pas accorder beaucoup d'énergie et encore moins de moyens à ce qui se passe dans des régions qui ne les concernent absolument pas, du moins c'est leur représentation à ces gens et à ces États en Europe orientale, à savoir l'Afrique, jusque j'ai compris le Moyen-Orient d'ailleurs, mais notamment l'Afrique sahélienne. Et par conséquent, et je conclus, la France pour le coup, là a vraiment comme première puissance économique de l'Europe du Sud. On va être humble, on va dire ça comme ça, et encore comme puissance politique, diplomatique et économique considérable en Europe, a un intérêt absolu à contribuer à cette ceinture verte de façon à, ventiler de manière, le terme n'est pas très joli, mais vous comprenez, à adapter la situation migratoire, à continuer d'accueillir, parce qu'il faut accueillir des migrants en provenance, notamment, bien sûr, du Maroc et d'autres pays, notamment de cette grande zone sahélo-africaine, et en même temps, pouvoir permettre de fixer des millions, des dizaines de millions de personnes chez elles au Sahel. J'en profite, Frédéric Ancel, pour vous poser une question avant de donner la parole aux autres, parce que je sais que vous devez partir dans pas longtemps et pas sûr que vous puissiez revenir à temps avant la fin de cette session. Simplement, c'est que notre rendez-vous d'aujourd'hui est intitulé « Quelle coopération internationale et régionale face aux défis multiples ?» On a vu récemment, et particulièrement en Italie, l'Italie, qu'on le sait, subit une pression migratoire très forte depuis de nombreuses années. On a vu l'Italie tenter de externaliser ces migrants, particulièrement vers l'Albanie. C'était pas l'Albanie. Si, c'était l'Albanie avec un centre. Voilà. Finalement, ça a été retoqué par un tribunal de Rome qui on a dû rapatrier. Mais il y a quand même eu entre-temps un débat au Parlement européen sur l'opportunité éventuellement de
multiplier ce genre d'expérience et peut-être même de s'en inspirer. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Est-ce que c'est une des solutions de coopération régionale ou alors est-ce que c'est finalement une nouvelle forme de fermeture d'une double porte de la part des Européens? Je pense que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un État de droit digne de ce nom et d'un État par ailleurs a priori puissant et souverain. Ce n'est pas en allant acheter entre guillemets, sa tranquillité auprès d'États. On a évoqué aussi le Rwanda, ça c'était le Royaume-Uni qui avait passé un véritable accord avec le Rwanda pour se dégager de gens alors soit qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas voulu fixé avec donc via ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des infrastructures économiques sur place, ou qu'on n'a pas réussi à maintenir dans des États amis, je pense notamment au Maroc et à d'autres, via des aides budgétaires, qu'on va se saisir de ces gens et comme du matériel, en réalité, finalement, les délocaliser ou les renvoyer ou les jeter, pardonnez-moi l'expression, dans des pays autres. Moi, je pense que c'est pas digne de l'Union européenne, c'est pas digne de la France, de l'Italie ou d'autres États de droit. L'Union européenne aujourd'hui a suffisamment de moyens et devrait avoir suffisamment de volonté pour trouver des accords internes, comme le fait d'ailleurs dans une certaine mesure un pays comme le Danemark, comme le fait le Canada qui, de l'autre côté de l'Atlantique. Au fond, ce sont des États qui, en amont, précisent les règles du jeu, disent dans quelle mesure, sur telle année, sur telle décennie, ils vont accepter tant de migrants, non pas bien évidemment en fonction de leur origine ethnique ou religieuse, mais en fonction des besoins des secteurs d'activités qui connaissent un véritable stress, sans compter naturellement, et je conclue par ça, des gens qui pour le coup quittent leur foyer dans des conditions dramatiques. Là on parle d'une migration économique, mais je conclue là-dessus parce que j'affirme, je prétends être un géopolitologue humaniste et non pas cynique. Je pense qu'il faut toujours maintenir une porte ouverte à un certain nombre, dans la mesure de notre capacité d'accueil, mais un certain nombre de gens qui sont en danger, littéralement en danger de mort. Ça, je pense que c'est l'une de nos responsabilités, non seulement en tant que démocratie, mais en tant qu'État qui nous voulons encore puissants et souverains. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Amin Awad à présent pour reprendre le fil de l'introduction. Vous êtes, je le rappelle, au conseil d'administration à Genève de la Fondation pour la sécurité et la prévention de la paix. Vous êtes de nationalité soudanaise, ça c'est important aussi de le souligner parce qu'on sait les difficultés qu'en rencontre le Soudan sur la question, en tout cas des déplacements de population. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette question migratoire et des solutions qu'il faudrait trouver pour essayer, si ce n'est de l'endiguer, du moins de pouvoir la maîtriser? Thank you very much. Happy to be here. Good morning. Let me say from the outset, there are a couple of issues that intersect in what we call the intersection of security and peace. And then you have the refugee movement, which is a forced displacement because of war, conflicts. And then we have the migration, which is either voluntary or involuntary, but there is a peaceful, perhaps more peaceful circumstances, or not conducive to that, but refugees basically flee because of war, bombs, genocide, executions, and forced eviction from their homes. I have worked during the last 35 years in many parts of the world managing refugee crisis. On va pouvoir fermer la porte si vous voulez bien, et parce que c'est vrai que ça peut gêner les intervenants. Merci. Basically in Africa, in the Middle East, in Europe, during the Cold Wars, in the Middle East, and former Soviet Union, the former Yugoslavia. It was all these were all major crises. The last one I managed was the Ukraine crisis, and among other things. Perhaps here for our purposes, what I will do is I'll just highlight the 4 or 5 areas that I will speak about briefly, very briefly. I'll talk about what are the current best practices in regional cooperation when it comes to migration.
how can countries reconcile security and migrants' rights in their policies, and also what role do the international organization play in facilitating this cooperation between nations on migration? It takes two to tango. One country cannot do it alone. There ought to be a framework, there ought to be cooperation between nations. And also, how can local communities be involved in supplying migrants and supporting migrants while also addressing local concerns? There's a lot of friction between migrants, as we have seen in Europe and other places, and local population. And what specific challenges are emerging in the context of climate migration, and how can we collectively address that? And this is, I think, one of the most important elements of our lifetime. We're at an intersection of really horrendous experiences faced because of the climate crisis that we have. And I call it crisis because it's really happening in many parts of the world. Let me start by key trends, and what are these key trends that we're facing now? And it is, and why I'm starting by this, because really the figures you will see is very shocking in the sense that, not bad, but shocking in the sense that it shows how migrants are playing a very, very important role in their new homes. And the driver is more than not, if often than not, is basically economic concern. Let me give you some figures, the key trends. There are more people on the move today than at any point in human history. Human history can go back a million years if you want. 281 million international migrants globally, according to IOM and other migration organizations. Remittances, that is money sent by migrants to their home countries, surged by over 650% from 2000 to 2022. 650,000%. I will give you that in dollar figure. And that is today, it stands at $831 billion. These are remittances of educated, well-paid, or very low-paid workers. The total is $800 billion that are being tossed around the globe. 647 billion of those went to low and middle-income countries, surpassing foreign direct investment and forming a vital part of many countries' GDPs, driving development and economic resilience. So migration today really, it is a mighty chunk of the world economy, and the people who are participating in that can be less than a population of one country, 281 million. But that's how much they're generating, that's how much money is crossing boundaries. The number of displaced individuals due to conflict, violence, disaster, and other reasons has surged also to the highest level. In today's record, tell us that there is 117 million people displaced because of war and displacement, internal war or cross-border war, and the numbers are going up. The good news also, parallel to that, the emerging technologies such as artificial intelligence and other innovative tools and platforms can support migration governance, and such as early warning system for climate-induced displacement or database for labor mobility, and you name it, the list is long. And if you talk about Europe, artificial intelligence and dual use of drones are seen as a game changer in migration management. There are risks attached. One can say the power of systematic asymmetries in migration management can also deepen further and shift the agency from people on the move to authorities and private sector. But we also think that host communities and those who are interacting with migrants play a big role. What are the current best practices, for example, in regional cooperation and migration? This is a very important issue. There are regional arrangements like ECOWAS in West Africa that illustrate how
free movement protocols can also enhance intra-regional migration. There are challenges remain as far as safer inter-regional migration. We know that there are also bad practices. We know also that there are bad practices or risky practices where there are groups, organized crimes that are handling the movement of people. We have groups that, let's say, they're dealing in arms smuggling, but yet there are others who are dealing with human smuggling and human transport. And we have a third group that deal, for example, with drugs. In some very volatile part of the world, these three groups sometimes cooperate with information, intelligence, logistics, and so on and so forth. So it is an important and difficult situation that some of these migrants find themselves, and also the countries where they're coming from or the destination countries, they may feel the impact of these groups. Thank you. Thank you so much. Je vais donner la parole à présent à Nabila Makram Abdelchahid. Vous êtes, ancienne ministre de l'immigration, ancienne ministre égyptienne de l'immigration. Vous avez été, vous, directement confronté au fait de retenir la jeunesse égyptienne qui éventuellement voulait partir, à protéger vos frontières d'une immigration non désirable, non désirée, et aussi de discuter d'État à État sur la question migratoire. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce sujet qui nous concerne tous aujourd'hui sur la coopération internationale et régionale et les défis migratoires? Bonjour, je suis très fière d'être ici et très honorée aussi. Tout d'abord, je dois féliciter Madame Latifa comme une mère. Je suis très fière de vous, de tout que vous avez fait pour votre fils et pour l'humanité. Donc, je suis très fière d'une femme arabe qui a décidé de changer et de faire utiliser son peine, tout pour aider les autres. Donc, je vous félicite. Je travaillais comme ministre de l'immigration et des Égyptiens en ailleurs pour à peu près 7 ans. Et pendant 7 ans, j'ai communiqué avec tous les Égyptiens qui vivent ailleurs. Et je m'excuse parce que moi, je vais changer ma langue et je vais parler en arabe parce que lorsque j'étais la ministre de l'immigration, j'ai lancé une importante initiative qui s'appelle « Ekallam Arabi », parle en arabe. Parce que si jamais tu vas quitter ton pays, pour n'importe quelle raison, pour travailler, pour se marier, pour étudier, n'oublie pas ton identité. N'oublie pas ta langue, parce que la langue, c'est l'identité. Si on la perd, khalas, on a perdu tout. Donc, je m'excuse parce que je vais transformer ou faire mon intervention en langue arabe parce que si jamais les Égyptiens en ailleurs, ils vont me voir parler avec d'autres langues, ils vont me dire qu'est-ce que tu fais? Tu nous as dit de parler l'arabe en ailleurs, donc je m'excuse. Si vous êtes prêts, merci. قضية الهجرة قضية مهمة جدا ولابد ان احنا نشوف الهجرة بمنظور شامل بمعنى ان احنا نشوفه بمنظور ايجابي اكثر ما هو سلبي. الهجرة حق انساني لكل مواطن. ما فيش حاجة اسمها لما الواحد بيهاجر يبقى هو خان بلده او ان هو مش راضي ب يعني المعيشة في بلده، لا هو حق انساني والدول طبقا للاتفاقيات الدولية بتتكلم انه لكل مواطن حق في الهجرة. ولكن لابد ان احنا نحافظ على المهاجرين في الخارج ونضمن سلامتهم. عشان كده كوني كوزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج اشتغلت على توصيل هذه العلاقة ما بين المصريين في الخارج وبين دولتهم. والحقيقة انه لابد قبل لما اتكلم عن مصر لابد ان اثمن على دور المملكة المغربية. احنا في ضيافة المملكة
والحقيقة لابد ان احنا نثمن على دور المملكة المغربية في استيعاب المهاجرين. كنت سعيدة جدا بالتعرف على عملية مرحبا، ازاي انه المغرب بتستضيف المهاجرين من الخارج في رحلات يزوروا بلدهم ويزوروا اهلهم. والحقيقه بحيي يعني مؤسسه محمد الخامس للتضامن اللي هي قائمه على هذه العمليه، ده لابد ان احنا نشيد بيه. ايضا لابد من الاشاده بمؤسسه يعني الحسن الثاني للمغتربين المغاربه، ازاي بنعمل هذه قنوات الاتصال والتواصل معهم، مش بس علشان ان احنا نربطهم بالوطن بالمملكه المغربيه، ولكن نستفيد من خبراتهم. ازاي حلقه التواصل دي تكون موجوده. طبعا صاحب الجلاله محمد السادس هو الباتروناج، هو اللي بيدي هذه الصفه الانسانيه ان احنا ما نسيبش المهاجرين بتوعنا في الخارج بدون ما احنا نعتني بيهم. عشان كده كان لابد من تحية المملكة المغربية في بداية كلمتي قبل ما أتكلم عن الدور المصري من خلال وزارة الهجرة. المهاجر بيبقى عايز يشعر إن دولته في ظهره، إن دولته مش سايباه. عشان كده كل البرامج والمبادرات والمشروعات اللي عملتها في وزارة الهجرة المصرية بتقوم على التواصل، بمعنى إنه زي ما مدام لطيفة كانت بتتكلم، شبابنا في الخارج لما بيترك دولته للدراسة بيتعرض للكثير من الأمور السلبية، بيتعرض للتنمر، بيتعرض لأفكار كاذبة ومضللة عن دولته. إذا ما كانتش دولته تحمي الشباب دول من كل هذه الأفكار المضللة الكاذبة، إحنا بنفقد شبابنا. إحنا بنفقد مش بس شبابنا، بنفقد ولائهم لدولتهم، ويبقى من السهل جدا ان هم يمتزجوا ضمن جماعات متطرفه مضاده للدوله الام. عشان كده كان لابد من التواصل مع الشباب في الخارج، وابتدينا نعمل ليهم مبادرات ورحلات داخل الدوله المصريه عشان يتعرفوا على البلد. والحقيقه انه لازم ندي للمهاجر الفرصه في التعبير عن رايه، لأنه هو بيسمع في الخارج، بيتعرض لثقافات مختلفة، لابد إنه هو يقول لنا هو بيشوف إيه، بيسمع إيه عن دولته. وإحنا كدولة مهم إن إحنا، لو حضراتكم تفتكروا أيام البانديميك كنا بناخد الفاكسينيشن، هي بالظبط نفس الحقن الفاكسينيشن دي لازم الشباب ياخدوها عشان يقدروا في الخارج إن هم يقفوا قدام كل الأفكار المضللة عن دولهم. خبرات المهاجرين في الخارج لابد أيضا إن احنا نستفيد منها، لأنه هو مهما وصل إلى يعني تكريمات في الخارج ما فيش زي تكريم بلده. يقول المغرب كرمتني، حتى لو أي دولة كرمتنا ما بلدي هي اللي كرمتني. عشان كده عملنا مؤتمرات اسمها مصر تستطيع، إزاي إن احنا ناخد هذه الخبرات ونقدر إن احنا نفيد بيها الدولة المصرية في كل المجالات، في الاستثمار، في الزراعة، في الصناعة. ولابد زي ما أنا حييت مدام لطيفة وحيي زميلي من السودان على البانل، لأنه في ضمن الزيارات ودي مهمة جدا بول ليميغراسيون، إن إحنا لازم نشوف لي زوتر إكسبيريانس. عشان كده كان في زيارة هامة ليا للسودان، وتعرفت على عمل جهاز شؤون المغتربين. ليه؟ والحقيقة إنه أنا كنت سعيدة وفخورة بالتجربة السودانية. وعايزة أقول لكم، معرفش إذا تعرفوا the Egyptian slang، عارفين ال Egyptian slang؟ غشيت من السودان. بيعملوا مؤتمر للمرأة المهاجرة، إزاي إن احنا نستفيد من السيدات المهاجرات السودانيات في الخارج ونقدر إن احنا نستفيد منهم داخل السودان. مهم لمسألة الهجرة إن احنا نعرف بعض، إن احنا نتعلم من خبرات بعض، إن احنا كمان نتعلم مش بس من الإيجابيات ولكن أيضا نتعلم من السلبيات. موضوعات الهجرة مش بس موضوعات مستقلة بذاتها، احنا موضوع هذا المنتدى بيتكلم عن كل الأبعاد الدولية الجديدة، العالم الجديد بكل التطورات بتاعته. فاحنا دلوقتي كمان بنتكلم عن المهاجر، مش المهاجر الشرعي ولا المهاجر غير الشرعي، ده احنا حتى بنتكلم عن المهاجر المناخي،
بعد كل التغييرات المناخية اللي حصل على حول العالم ده، احنا عندنا نوع جديد من الهجرة، وهي الهجرة المناخية طبقا لكل الظروف المناخية والبيئة اللي بتحصل. فلا بد من التعاون. سعيدة جدا ان انا موجودة النهاردة في المغرب عشان اتعرف على كل الحقيقة المشاركات دي، وشايفة انه التعاون الاقليمي، الخبرات المنظمات الدولية ومساعدتها بالدعم التقني والمادي للدول المصدرة للهجرة مهم جدا عشان نوصل زي ما المؤتمر بيتكلم عن حياة افضل. شكرا جزيلا. شكرا. Merci beaucoup. Je vais me tourner à présent vers Frédéric Dupuis. Je rappelle que vous êtes Frédéric. Emmanuel Dupuis, excusez-moi. Frédéric Dupuis, c'est quelqu'un d'autre. Emmanuel Dupuis, vous êtes président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Emmanuel Dupuis, j'ai envie de vous directement de vous poser une question concernant ces problèmes migratoires. C'est vrai que l'Europe se ferme, on le sait, depuis pas mal d'années sur l'immigration économique, particulièrement venue du Sud, se ferme à de plus en plus de formes de migration, et y compris les migrations liées aux conflits armés. Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, l'Europe s'est ouverte, beaucoup même, pour accueillir les réfugiés ukrainiens. En revanche, auparavant, lorsque la guerre a éclaté en Syrie, elle s'est fermée pour les réfugiés syriens, ou en tout cas, il y a eu pas mal de réticences. D'un côté, on accueillait des Européens, ou en tout cas ce qu'on considère comme tels. De l'autre côté, on risquait d'accueillir des terroristes, parce que certainement musulmans. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que c'est pas aussi une vraie question qu'il va falloir commencer à se poser sur l'accueil à géométrie, géographie ou religion variable? Vous avez raison, c'est une question qui évidemment perturbe beaucoup la cohésion européenne. Je crois dire que la question migratoire est parmi les sujets les plus clivants entre les Européens. Vous avez raison de rappeler que malgré le travail considérable qui a été fait sur l'ouverture de l'Europe au reste du monde, l'espace Schengen est un espace de libre circulation, mais comme son nom l'indique, il est fermé aux autres. Et donc d'une certaine façon, il y a dès ce paradoxe, dès sa création en 1995. À l'heure où nous parlons, 2000 km de frontières sont fermées à l'intérieur de l'espace Schengen, pour des choix géopolitiques, ou tout simplement des choix assumés d'un certain nombre de pays. On pourrait citer la Hongrie, mais pas seulement, car il y a toute une série de frontières qui sont fermées pour les raisons que vous évoquez par rapport à la crise en Ukraine. Alors vous avez raison de rappeler qu'il y a une forme très discriminatoire de penser l'accueil de l'autre. Il y a des pays qui accueillent beaucoup, l'Espagne, l'Allemagne, l'Espagne et la France sont les 3 pays qui accueillent le plus de migrants et qui accordent le plus de statut de réfugiés, dans cet ordre-là précisément. Il y a des différences d'approche quand il s'agit de migration subie par rapport au conflit, par rapport à la symétrie économique, ou de migration choisie. Ce que vous évoquiez sur les migrations circulaires, un certain nombre de pays ont choisi d'investir dans ce secteur-là. L'Allemagne a par exemple fait une coopération assez innovante en se tournant vers le Kenya. L'Espagne le fait vers un certain nombre de pays dont elle souhaite accueillir du capital humain, la Gambie par exemple, ou le Mozambique. Donc il y a effectivement des différences assez considérables dans la manière dont les pays européens perçoivent l'opportunité ou pas d'ouvrir ou de fermer leurs frontières. Par contre, vous avez raison, le double standard, le fait qu'on a délégué à la Turquie le soin de garder au chaud, si j'ose m'exprimer ainsi, les migrants en territoire turc, on l'a quand même accordé 6 milliards d'euros entre 2014 et 2026 pour qu'ils fassent ce qu'on appelle les hotspots à l'extérieur de l'Union européenne, la politique de non-entrée ou l'externalisation. Vous évoquiez l'Italie qui a tenté de le faire avec l'Albanie, qui a tenté de le faire avec la Libye, qui a tenté de le faire avec la Tunisie, avec évidemment des résultats très mitigés, pour ne pas le dire autrement. Vous avez raison de rappeler que l'Union européenne s'est intéressée à cette question depuis bien longtemps, mais d'une certaine manière, elle s'est intéressée à cette question aussi longtemps que le continent africain lui-même s'y est intéressé. C'est peut-être là où je veux mettre la focale, en mettant en avant le fait qu'il y a sans doute sur cette question migratoire une modélisation africaine, a fortiori marocaine, exemplaire. Premièrement, en 2004, la première loi sur la stratégie nationale migration, je vais essayer de
d'en citer quelques-unes, la loi Migration, Asile et Traite des êtres humains en 2016, la régularisation de 24 000 migrants issus de 113 nationalités en 2018. On le sait aussi que l'initiative de Marrakech en 2016, le pacte mondial pour des migrations sûres, régulières et ordonnées, a donné une cohésion internationale, 159 pays qui ont validé ce qui avait été décidé à Marrakech et ce qui ensuite a donné une résolution onusienne, avec ensuite une sorte d'accélération. Il existe un observatoire des migrations africaines à Rabat, alors qu'il n'existe pas encore d'observatoire européen des migrations. Il y a sans doute là une forme de modélisation, une forme d'expertise dont on doit prendre évidemment la pleine consistance. Je prends un autre exemple, le discours qu'avait prononcé le roi en décembre 2020 sur le retour des mineurs non accompagnés, qui avait été salué par l'Union européenne, en l'occurrence par le commissaire Varhelyi, comme un modèle sur lequel l'Union européenne devait s'appuyer. Cela avait donné, comme vous le savez, la signature d'un protocole entre Éric Dupond-Moretti et Mohamed Ben Abdelkader, les deux ministres de la Justice. Donc, je voulais rappeler la manière dont le continent africain perçoit peut-être de manière plus fluide, douce, j'ose pas dire humaine ou humaniste, l'accueil des migrants. Il faut évidemment avoir à l'esprit le discours qu'avait prononcé Moulay Rachid en novembre 2017, à l'occasion d'un sommet de l'Union africaine, je cite, « Vision pour un agenda africain pour la migration », avec une forme de douceur, une forme d'accueil, une forme en tout cas de cohésion, qui correspond peut-être différemment à la manière dont l'Europe est en train de se fermer, est en train de se scléroser, en tout cas est en train de créer des limaces plus que des ponts. Et puis le troisième point sur lequel je voudrais appuyer, mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en débattre, c'est qu'on est à l'aune d'une configuration stratégique ou reconfiguration stratégique qui va aussi impacter la direction des migrations. À force de parler d'une cohésion du Sud, à force de parler d'un nouvel agenda des pays qui se cherchent des altérités stratégiques, il faudra bien aussi prendre en considération que l'attractivité du Nord sera un peu minorée par rapport à l'attractivité de pôles d'émergence à l'occasion ou inclus dans cette Sud globale. La nouvelle Europe se situe autour du Golfe Persique. La perception dont la manière dont le continent africain se modélise va aussi essayer d'être captée, utilisée pour une modélisation de l'autre côté de l'Atlantique. Des mobilisations et des migrations douces, circulaires, sur l'Atlantique Sud. Il en est question, évidemment, avec l'émergence de ce magnifique projet de la façade atlantique, qui là va solidariser 23 pays qui, là aussi, ont besoin d'harmoniser leur politique d'accueil pour qu'il y ait donc une mobilité choisie, une mobilité circulaire. Et je crois que c'est très important d'avoir cela à l'esprit, car à force de dire que l'Europe est le lieu d'attractivité, on en oublierait presque que ce n'est pas vrai géopolitiquement, et que ça le devient de moins en moins. Je ne minore pas la manière dont l'Europe peut encore jouer son rôle de régulateur, mais force est de constater qu'il y a d'autres pôles, à 360 degrés, de logique de rapprochement stratégique, dont évidemment les étudiants, vous en faisiez mention tout à l'heure, sont de plus en plus attirés. Si vous regardez le nombre d'étudiants marocains qui vont étudier à l'étranger, bien sûr, il y a près de 55 000 d'étudiants marocains qui sont en France, mais une attractivité nouvelle vers les pays du Golfe, vers le Canada, vers des pays qui attirent. Et je crois que c'est particulièrement vrai aussi vis-à-vis de certains pays de l'Afrique australe et l'Afrique orientale qui regardent de plus en plus vers l'Inde. Donc une sorte de mutation des migrations qui sont vraiment verticales, plus horizontales, plus globales, dans une logique plus d'intégration régionale sud-sud. Merci. Je vais me tourner vers vous, Latifa Ebn Ziaten, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on utilise un petit peu des grands mots, des grandes phrases, des grands principes sur cette question migratoire pour, bon, voilà, essayer éventuellement de, si ce n'est trouver des solutions, du moins l'expliquer de manière, voilà, géopolitique, géostratégique et autres. Mais vous qui êtes confrontés directement à ces jeunes et à leurs familles qui voilà, ont pour projet de partir, de quelque manière que ce soit, y compris en risquant leur vie. Qu'est-ce que d'abord ils vous disent? Et puis, qu'est-ce que vous leur dites pour essayer de les convaincre de ne pas franchir ce pas qui peut être fatal, qui est dangereux, qui peut être fatal, et qui poursuit un rêve qui, au final, peut se transformer en cauchemar?
la seule chose que je peux vous dire, je ne fais pas la politique, et ni internationale, ni personnelle. Je suis une femme de terrain. C'est vrai que j'ai constaté beaucoup de choses. Je peux vous dire juste, pas longtemps, je suis allée à Calais, voir les migrants. Je voulais faire un don, et quand je suis arrivée, je vous assure, j'avais froid au dos. Le froid, la boue, et les gens, ils sont avec les tentes en plastique et 2 fourgons de police de chaque côté. Ça m'a chagrinée, j'avais larmes aux yeux, et je me suis approchée un petit peu par un petit peu pour aller voir ces gens. Et il y avait un Africain, je n'oublierai jamais. Il m'a dit, Madame, c'est gentil de venir nous voir. On n'a pas besoin de quelque chose, mais au moins quelqu'un qui nous parle, qui nous considère. Vous voyez, c'est d'être là, c'est pas aussi facile. Moi, j'étais médecin et j'étais obligée de quitter mon pays en raison d'autres. C'est une longue histoire pour que je peux vous raconter. Et voilà, je suis là et voilà comme je suis traitée. Même animal, on ne peut pas le traiter comme ça. Alors je dis, autant que femmes européennes, maghrébines, marocaines, on ne peut pas laisser les gens dans cette condition-là. Quand ils sont chez nous, que ce soit dans l'Europe, on doit s'occuper d'eux. Parce qu'ils sont là. On ne peut pas fermer les yeux. Comment ça se fait qu'on peut s'occuper d'un autre et pas de celui-là? Pourquoi? Quelle différence? Parce qu'on est black? Parce qu'on est musulman? Parce qu'on est arabe? Non. Quand un immigrant il est là, je pense qu'il faut tendre la main et il faut l'aider. Parce que le froid, la faim, on peut devenir violent, on peut devenir dangereux, on peut attaquer les gens, et après on dit, c'est le terrorisme. Non, monsieur, dame, c'est pas le terrorisme. C'est quand j'ai faim et j'ai froid, et personne ne me tend la main. Qu'est-ce que je veux devenir? C'est ça le problème. Pas longtemps, un exemple aussi, une mère, j'allais voir parce que le 15 août, il y avait un grand départ d'ici, de toutes sortes de nations qui voulaient traverser. Et ma curiosité, je voulais voir. Et j'étais voir une famille et j'ai dit, Madame, mais comment ça se fait que vous laissez votre fils partir? Il m'a dit, c'est moi de lui dire de partir. Mais comment? Vous êtes une mère et vous laissez votre enfant traverser la mer? Il va mourir ou il va traverser, mais quelles conditions qu'on va le recevoir? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Et il aura sa chance. Mais quelle chance, madame? Alors je l'ai montré, j'avais cette vidéo de Calais. Je dis, regardez, madame, soyez conscient. Là, c'est un risque que vous donnez à votre propre enfant. C'est pour ça que ma association, j'ai décidé de faire un centre à Fnedak pour aider cette jeunesse aussi dans mon pays d'origine. Parce que j'ai besoin de donner aussi au Maroc. Et je parle aussi pour l'éducation. L'éducation, elle est importante, chère Madame la Ministre. L'éducation, c'est la clé de l'enfant. S'il n'y a pas l'amour d'une mère, l'amour d'un père, l'accompagnement, la base de l'enfant, il ne peut pas s'en sortir. Je peux vous dire, j'ai fait 3 conférences par semaine dans le monde entier. J'ai fait dans les écoles, dans les prisons, dans les foyers, tout public. Je vous assure, ce que je constate, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est arrivé là? Un jeune qui ne savent ni lire ni écrire, on l'oriente dans l'école professionnelle. L'école professionnelle, on le met où il y a de la place. Et cet enfant, s'il ne reste pas, c'est une bombe à retardement à la société. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'éducation derrière. Si je accompagne mon enfant, j'essaie d'aller à l'école, si j'aide les profs, mon fils il sortira quelque chose. Il aura quelque chose. L'éducation, messieurs, dames, elle est la clé de l'enfant. C'est très important. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous pour cette question qui quand même taraude beaucoup, c'est finalement
la fuite des cerveaux, parce que c'est vrai que, et on en parlait tout à l'heure, les phénomènes liés à la démographie, voilà, sont très importants. Ce sont aussi des défis. Frédéric Ancel, avant de nous quitter tout à l'heure, nous disait, mais l'Europe et beaucoup de pays ont besoin de migrants parce que de toute façon, il y a un problème lié à la démographie. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'il y a les États, les pays qui dépensent beaucoup d'argent pour justement éduquer les enfants, payer l'éducation, ça coûte très cher aux États, les universités, il faut voilà les financer, tout ça. Et puis, in fine, eh bien, on voit tous ces cerveaux qui ont été formés dans certains pays partir et aller finalement donner leur expertise ailleurs. Là, est-ce que il y a des politiques à mener pour pouvoir retenir ces cerveaux dans des pays, je pense particulièrement au Maroc, mais ce n'est pas le seul pays, évidemment. Il y en a beaucoup qui ont les mêmes difficultés. Oui, évidemment, on le sait depuis fort longtemps, la question de l'éducation est au centre de cet enjeu de la migration. Si j'étais cynique, je vous dirais que ceux qui bénéficient de la formation des migrants ne sont pas toujours les pays d'accueil qui ont investi, et inversement, évidemment. Donc, il y a un enjeu et il faut tenir compte de cette réalité. Le corollaire de cela, c'est que propose-t-on à cette jeunesse pour la fixer là où elle est? Quelle est sa perspective personnelle, professionnelle, en termes de déroulement de carrière, de qualité de vie? Est-ce que nos pays, ici, de ce côté-ci de la Méditerranée, font ce travail, cet effort pour favoriser le fait que, une fois qu'on est fixé, même si ça n'empêche pas la circulation des personnes, on doit et on peut rester là où l'on est, là où on est né, on a vécu, où on a appris. Donc oui, évidemment, c'est un enjeu considérable. Je ne suis pas certain que l'on soit à ce niveau de la discussion, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, la question migratoire, elle est perçue et traitée essentiellement, j'ai presque envie de dire exclusivement, mais ce serait mentir, comme un enjeu sécuritaire. Ce qui n'est pas la réalité. Évidemment qu'il y a un enjeu de sécurité. Mais lorsque vous regardez l'évolution des sociétés, notamment en Europe, parlons de ce que l'on connaît et de ce qui est le plus proche de nous, on voit que les partis populistes ou d'extrême droite sont présents, voire très présents, voire ont même accédé aux affaires dans un certain nombre de pays, et que les dirigeants politiques doivent tenir compte de cette pression sociale de leur société. Donc, il faut trouver un point d'équilibre. Lorsque Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est allée en 2021 à Tunis pour acter le fameux pacte migration-relocalisation, notamment avec la Tunisie, en donnant, je ne sais plus combien, 600, 700 millions d'euros, tout le monde a crié en se disant, ça y est, on a la formule, on a la martingale et ça va fonctionner. Quelques semaines plus tard, les organisations de droits de l'homme, les ONG se sont mobilisées compte tenu du traitement, du mauvais traitement qui était fait aux migrants subsahariens. Il y a un véritable racisme qui s'est institutionnalisé au plus haut niveau de l'État tunisien. Je ne parle pas de la société, attention, j'ai bien dit institution tunisienne. Et là, on a été choqué de constater et de voir la manière dont le président et son entourage ont pris l'argent, mais ne se préoccupent absolument pas de quelque chose qui est presque devenu aujourd'hui un gros mot, pas dans ma bouche, qui est l'éthique humaine. Comment on traite ceux qui tentent de trouver une vie meilleure
Et surtout, que peut-on faire pour favoriser, alors là il faut être deux, hein, effectivement, l'Europe a un rôle essentiel à jouer, que peut-on faire précisément pour favoriser et pour être sûr que les flux migratoires se déroulent dans des conditions qui resteront acceptables et surtout dans des proportions qui permettraient aux pays du Nord, de l'Europe, hein, on parle encore, on ne va pas aller plus loin, d'absorber, d'intégrer, de recevoir dans des conditions humaines les migrants. Aujourd'hui, on n'est même pas à ce niveau du débat. On voit bien qu'il y a un déséquilibre mondial. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il y a des polycrises, des guerres ouvertes un peu partout, y compris sur le continent européen, ce qui est une grande nouveauté. Jusque-là, l'Europe était épargnée. Mais aujourd'hui, elle a une guerre sur son sol. Donc là aussi, il faut tenir compte de ces réalités qui sont très complexes et qui ne permettent pas aujourd'hui d'envisager ce débat sereinement. Et pourtant, il le faut. Et ça, c'est notre rôle à nous tous. Chaque citoyen doit agir là où il est, là où il le peut, pour faire en sorte que les dirigeants politiques ne se laissent pas entraîner par la pulsion populaire du rejet. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Nabila Makram, parce que c'est vrai que la jeunesse qui est là en face de nous, hein, on les voit tous, ce sont des jeunes qui, pour ne pas partir, ont besoin de plusieurs choses. Ils ont besoin de rêver. Ça, c'est la première chose, mais de rêver ici, pas de rêver d'ailleurs. Ils ont besoin de ça. Et ça, c'est une responsabilité politique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils ont aussi besoin d'avoir une espèce de cause commune qui leur permet de vouloir rester dans leur pays pour l'accompagner, pour l'élever, pour le faire progresser. Est-ce que lorsque on voit des jeunes partir parfois en masse de certains pays, est-ce que c'est pas avant tout un échec de la classe politique qui ne parvient pas à les faire rêver? Merci. Les jeunes, ils ont le droit de rêver. يعني لازم يحلموا. إذا ما حلموش يبقى مش ها؟ لا. لا. لا 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 لا. بصي. S'il vous plaît. شبابنا العربي شباب قوي وشباب عنده ولاء وانتماء لدولته ومن حقه زي أي شاب إن هو يحلم ولكن هو عاوز الوسيلة إن هو يحقق هذا الحلم عشان كده هو عايز بلده تساعده هو منى عينه إنه يفضل في بلده على فكرة منى عينه إنه يشوف بلده دي أحسن بلد ولكن هو مش شايف طريق أو حد ياخد بإيده علشان يقدر يدي هذه المساعدة عشان كده دايما بكلم إنه الدول لابد إن هي تدي هذه الفرصة للشباب. أنا بعد لما خلصت شغلانتي كوزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج أنا دلوقتي رئيسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهذا التحالف هو المظلة اللي تحتها جميع منظمات المجتمع المدني على أرض الدولة المصرية. بنعتمد على الشباب. ليه؟ الشباب عنده قوة عايز يخرجها عايز يحس إنه له دور على أرض دولته. لما بنشتغل مع الأسر الأكثر احتياجاً في كل محافظات مصر 27 محافظة عندنا 300,000 متطوع من الشباب بيشتغلوا معانا. ليه؟ لأن لازم أديله هذه الدفعة. أولاً لازم يشعر إن هو متشاف إن الدولة تراه ولازم يشعر إن هو جزء من هذه الدولة. مش إحنا دايماً وأكيد بتشوفوا في مسلسلاتنا وأفلامنا العربية نقول تراب مصر تراب مصر. على فكرة هي ميتافور بس لو ركزنا فيها لا ده لازم يتدرب لازم ينزل على رجليه ويشتغل لازم يحس إنه هو جزء من هذه الدولة. لما بيشعر إنه هو متشاف خلاص طيب
هل أنا كمتطوعة شابة داخل دولتي هتدوني أجر؟ ما أنا بشتغل. الحقيقة 300,000 بدون أجر، ولكن في كل عملهم لخدمة الأسر الأكثر احتياجاً على أرض الدولة المصرية بياخدوا شهادة تقدير من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. الشاب ده لما بيشوف دولته بتكرمه، زي ما كنت بتكلم إنه تكريم دولته ده عنده أهم من أي تكريم في أي دولة حول العالم. لازم ندي الشباب الفرصة للتطوير، ولازم ندي للشباب الفرصة للتحدث، إنه هو يعبر عن رأيه. أنا على وقتي لما كنت صغيرة كبيري كنت أشوف رئيس الجمهورية على التلفزيون كبيري. دلوقتي إحنا في مصر بنعمل حاجة اسمها منتدى شباب العالم، بنجيب كل شباب من كل أنحاء العالم يقفوا قدام رئيس الجمهورية يتكلموا معاه، ومش بس يتكلموا معاه، يناقشوه. الشباب قوتهم، وإحنا على فكرة الدول العربية عندنا من الثقافة ومن التاريخ ومن العادات ومن التقاليد اللي لابد ان احنا نحافظ عليها. عشان كده بقول لما عملت مبادرة اتكلم عربي، لا ده انت تحافظ على هويتك، لا ده انت تبقى فخور بثقافتك بعاداتك بتقاليدك. الشباب عايزين يعيشوا، والشباب عايزين ان هم يساندوا دولتهم، ولكن لابد ان احنا نستمع لهم. وعلى فكرة يمكن احنا عندنا في الثقافة العربية ساعات بنسمع عشان نرد، بنسمع عشان ننقد، إنما في 3 كلمات ذهبية أنا بحبهم: اسمع، افهم، اتكلم. ندي الفرصة للشباب إن احنا نسمعهم. قول اللي انت عاوزه، حتى لو اللي انت بتقوله دوت مش كويس، بس طلع اللي عندك. وبعدين افهمني أنا كشاب، أنا عايزة إيه؟ عايزة أسافر، عايزة أقعد، عايزة أشتغل، عايزة أدرس، عايزة أتجوز، عايزة أموت، عايزة أي حاجة، بس افهمني أنا ليه بقول كده، بعد كده اتكلم معايا. فالشباب اللي بيهاجر تاني من حقه إنه يهاجر. على فكرة ده مش معناه إنه شاب وحش أو إنه شاب خاين أو إنه شاب ساب دولته. كل اللي بنطلب منه، إحنا مع الهجرة الشرعية على فكرة، ولكننا ضد الهجرة غير الشرعية. زي ما مدام لطيفة كانت بتتكلم، ما ينفعش أرمي نفسي في مركب عشان أصل إلى الحدود الإيطالية أو الأسبانية آملة إنه أنا هشوف جبال من الفلوس نازلة عليا. الإدوكاسيون زي ما مدام لطيفة قالت وزي ما حضرتك قلت، لابد في المدارس، في النوادي، في كل التجمعات نتكلم. عشان كده كان في مبادرة وأنا في وزارة الهجرة اسمها مبادرة مراكب النجاة. احنا دايما بنتكلم عن مراكب الموت، مراكب الغرق، إنما في مركب للنجاة. المركب للنجاة دي إزاي إن احنا نعمل حملات توعية، نوعي الشباب، نوعي الأمهات، نوعي الأسر اللي في محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية. طب أنا كشاب، أنت بتقولي لي أنت لو ركبت المركب هموت وهغرق ومش هلاقي ومش هعمل، عملتي لي إيه؟ أنت كدولة عملتي لي إيه؟ عشان كده لابد من الانتباه، إنه لابد إن إحنا نطور القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ودي بتأتي من الدعم الدولي ومن التعاون مع المنظمات الدولية. إزاي إن إحنا عايزين نبعد خطر الهجرة غير الشرعية؟ هنبعده، ولكن قضية الهجرة غير الشرعية ليست قضية أمنية فقط، ولكنها قضية إنسانية. تعالى وطور لي ودعم لي وساعدني عشان أقدر إن أنا أحافظ على شبابي، وخطر الإرهاب اللي بتتكلموا عليه مش هيكون. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce propos. Je vais me tourner vers vous à présent, Latifa Benziet, parce que ce qui est d'important, c'est cette question qu'on se pose tous. Et ça, je reviens à un petit peu la question que j'ai posée à Madame la Ministre. Simplement, c'est comment est-ce que on peut faire en sorte que les jeunes ne rêvent plus d'ailleurs, mais rêvent d'ici? Alors, le rêve, il est mondial, il est important. Chaque jeune, il a le droit de rêver. Pour rêver, c'est à nous de les aider. Pour qu'ils rêvent, excuse-moi. Pour qu'ils rêvent. L'espoir, il est important. Je sais, la jeunesse aujourd'hui, et je suis consciente, il souffre beaucoup. C'est une jeunesse, certaines jeunesses malheureusement, il a des mal à avoir confiance.
Et la confiance, c'est quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avoir confiance à l'autre. Et la confiance, elle est très importante. Chaque jeune, il doit avoir confiance en lui, il doit rêver, il doit avoir l'espoir. Et c'est comme ça qu'on peut arriver. Alors moi, je reste toujours positif. Quand je dis des conférences dans les écoles et des jeunes, ils me disent, Madame, je rêve pas, j'ai pas confiance, j'ai pas de chance. Alors je me retourne vers lui et je dis, pourquoi tu fermes les portes? C'est toi qui es en train de fermer les portes. Ces portes, il faut les laisser ouvertes. Parce que la chance, c'est toi. La chance, il faut la chercher. C'est pas elle qui va venir te chercher. Ça, c'est très important. C'est pour ça que chaque jeune, il a le droit de rêver. Mais c'est à nous de l'aider. La seule chose que je remarque en Europe, et même au Maghreb, un jeune qui réussit, il quitte le pays. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, ces gens qui ont réussi, qui restent ici. Comme en France, moi j'ai retrouvé beaucoup de jeunes qui ont réussi dans l'avenir, ils ont quitté la France pour travailler ailleurs. Et je trouve ça c'est injuste. Comment toute cette jeunesse qui a donné, on ne l'a pas acceptée, on ne l'a pas aidée et on l'a laissé partir. Est-ce que c'est de la faute de notre faute, finalement, notre génération, qui finalement ferme aussi un petit peu la porte à la jeunesse, on ne leur donne pas leur chance? Oui, quelque part, oui. Je peux vous dire oui, il y a des jeunes qui se présentent et malheureusement, on n'ouvre pas la porte. Alors le jeune, il est là, il dit qu'est-ce que je fais? Je préfère de partir. Je dis le cas de mon fils. Mon fils, il a fait un bac plus 5. Il n'a pas trouvé du travail. Il a fait plein de CV. Impossible. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il a pris, il m'a dit, je m'engage à l'armée. Je dis non. Il m'aide. Il m'a dit, maman, écoute, je ne vais pas faire la guerre, mais je m'engage. Je n'ai pas trouvé du travail. Je ne vais pas rester à la maison. Et j'avais des mal à accepter, parce que pourquoi? Ce n'est pas pour ne pas s'engager à l'armée, parce que mon père, elle était militaire. Je suis d'une famille militaire. Et je ne voyais pas mes parents, alors j'avais peur de perdre mon fils. Et j'ai accepté. J'ai accepté son choix. Il a réussi. Mais pourquoi arriver là? Pourquoi on n'ouvre pas les portes? Il y a beaucoup de jeunes, là je parlais de mon cas à moi personnellement, mais des jeunes que je côtoie tous les jours. Et ça, c'est aussi de notre faute, parce qu'il faut aider cette jeunesse. Merci. Frédéric Dupuis, Emmanuel Dupuis, décidément, ça fait 2 fois que je la fais celle-là. Il faut avec Frédéric Ancel. C'est un honneur. Frédéric Ancel. J'avais une question un petit peu plus précise, si vous le voulez bien, sur justement ce côté faire rêver les jeunes. Est-ce que finalement garder sa jeunesse chez soi, dans son pays, avec son moteur, avec sa langue, avec sa culture, on l'évoquait tout à l'heure, avec voilà tout ce que représente un pays pour son national, finalement, est-ce que ça passe uniquement par voilà le fait que les générations que nous sommes puissent ouvrir davantage les portes? Ça passe par le développement économique, ça passe par voilà une cause commune dans le sens développer une certaine forme de patriotisme, qu'il soit économique ou qu'il soit autre. Par quoi ça passe finalement? J'ai envie de demander quelles sont les solutions. Alors vous avez raison que c'est, en tout cas sur le continent africain, un défi structurel. C'est que même si les jeunes voudraient rester dans leur pays, ils n'en ont pas la capacité. Il y a aujourd'hui 20 millions de primo-accidents à l'emploi chaque année, mais il n'y a que 2 millions d'emplois qui sont créés chaque année en Afrique. On le sait, un continent, enfin la taille d'un continent, 500 millions de jeunes de 18 ans arriveront dans la prochaine décennie. Et donc il y a une nécessité de pouvoir créer les conditions de l'employabilité. Et évidemment, et d'éviter qu'il y ait des conflits, et évidemment de faire en sorte qu'il n'y ait pas une trop grande asymétrie entre le Nord et le Sud, mais aussi entre les pays africains. Ça a été rappelé par Frédéric, 90% des migrations sont méridionales, 75% des migrations en Afrique sont continentales. Donc c'est pas forcément une envie irrépressible d'aller vers le Nord, même si évidemment il faut faire tout, comme le pape l'a dit, pour accueillir humainement, dignement. Il y a une logique entre le quotidien, ce que l'on voit à Lampedusa, ce qu'on voit à Lesbos, à la frontière le long du fleuve Evros entre la Bulgarie et la Turquie, et puis évidemment des grandes politiques. L'Europe a évidemment
voter un pacte migratoire et asile qu'il ne cesse de renouveler, mais sans tenir compte des réalités précises ou des réalités humaines. Ça, je crois que c'est important de le rappeler. Il y a bien deux façons de concevoir cela, mais elles ne sont pas distendues l'une et l'autre. Je crois qu'il faut donner espoir, mais il faut aussi qu'il y ait une cohésion entre les politiques menées par les pays européens vis-à-vis des pays donc, dont sont originaires les jeunes. Et là, de ce point de vue, comme je l'ai dit, la migration est assez révélateur de la discontinuité du projet européen. Car il y a bien une politique européenne, un pacte migratoire en 2020. Il y a des pays qui ont décidé de choisir eux-mêmes d'avoir des politiques bilatérales. L'Espagne, par rapport à la mobilité estudiantine notamment, ou la mobilité circulaire. Un certain nombre d'autres pays qui ferment littéralement leurs frontières, nonobstant Schengen. Avec, comme ça a été rappelé par Kader, un certain nombre de pays qui sont déjà dirigés par des partis d'extrême droite, ou populistes, ou xénophobes, ou en tout cas anti-migrants. C'est comme ça que le parti de Viktor Orban-Fidesz se présente, mais désormais dans la quasi-moitié de l'Union européenne, des partis populistes qui soutiennent des gouvernements qui le sont moins. Et donc ils vont mettre une pression pour qu'il y ait des législations. Regardez ce qui se passe en France, avec la future loi immigration, et donc l'aspiration ou la pression qui est mise pour un référendum sur la migration et un certain nombre... Oui, mais est-ce que ça, c'est une bonne politique, finalement, ou finalement, est-ce que c'est une politique destinée à sa population, à l'intérieur, ou est-ce que c'est une politique destinée, justement, à être entendue à travers le monde pour éviter d'arriver en masse? Et puis, ce qui est sous-jacent, c'est ce que disait tout à l'heure Kader, à côté de moi, qui, finalement, il y a des pays, ils prennent l'argent, et puis ils font ce qu'ils veulent après. Mais est-ce que c'est ça la bonne politique? C'est donner de l'argent pour dire ben voilà, finalement on recule nos frontières. C'est vous maintenant qui êtes chargés d'être nos gardes frontières. Est-ce que c'est ça la bonne politique, ou alors est-ce que c'est aider davantage au développement? Peut-être que ça a déjà été fait par le passé et que ça n'a pas fonctionné finalement. Est-ce qu'il y a une coopération internationale qui serait efficace? Je le répète, c'est évidemment à l'apanage de la manière dont certains pays pensent la relation à l'Afrique. Si vous prenez l'exemple de l'Italie. L'Italie a lancé un plan Mattei, 7 milliards d'euros d'investissement en direction de 10 pays, avec une arrière-pensée. Veiller à ce que la misère du continent africain ne se retrouve pas dans la dimension méridionale ou les espaces méridionaux italiens. L'Allemagne a lancé en 2017 un Compact with Africa avec à peu près la même logique. Mais ce que je récuse, c'est qu'il n'y a pas de cohésion entre les projets et que chacun a sa vision un peu verticale, son silo, en disant je règle mon problème. Et ça pose la vraie question de l'insuffisante solidarité entre les pays européens. Il faut réformer le droit d'asile, car un certain nombre de pays sont plus victimes, entre guillemets, de la pression migratoire. Il faut sans doute réformer le protocole de Dublin. Dublin 2, Dublin 3, ça remonte quand même à 2003. Il faut qu'il y ait plus de solidarité entre les pays européens. C'est ça dont il devrait être question pour faire en sorte qu'il y ait une cohésion de l'accueil et bien évidemment une réponse aux doléances du Sud. Et puis, dernier point, parce qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué, il faut une solidarité aussi pour lutter contre un phénomène. Vous parliez des crises tout à l'heure, mais le phénomène migratoire génère lui-même son défi sécuritaire. Car la plupart des politiques qui sont menées visent à éradiquer les sources criminelles liées à la migration. Interpol rappelle que les migrants qui sont exploités pour évidemment traverser les fleuves et les frontières de la mer Méditerranée ont rapporté 4 à 5 milliards d'euros. Or, si vous regardez Frontex, le budget de Frontex est infiniment plus bas, avec seulement 2100 personnes. Donc il faut qu'il y ait une sorte de rattrapage pour éviter que la criminalisation des migrations deviennent de facto un nouveau facteur de crise. Alors je vais poser la question à chacun d'entre vous, mais vous voyez, il y a un chrono là-bas, il nous reste 2 minutes et 39 secondes quand j'ai regardé. Vous avez en face de vous, mesdames, messieurs, cette jeunesse. Alors il y a des jeunes et des moins jeunes, mais tout le monde est jeune dans sa tête. Mais il y a surtout des jeunes, et j'ai envie de vous demander à chacun un mot, s'adresser à eux pour... voilà, leur dire ce que vous voulez, mais pour les convaincre que migrer inutilement leur serait plus préjudiciable que bénéfique. Frédéric,
Emmanuel, décidément. Vous allez y arriver à la fin. Je vais finir par y arriver. Emmanuel, vous êtes le premier, mais on a très peu de temps. Alors moi, le mot qui me semble le plus approprié pour conclure ce débat, c'est mobilité. Je crois qu'il est bon que nous soyons dans la mobilité. Mais la mobilité, c'est pas seulement une mobilité contrainte, c'est une mobilité choisie, c'est une mobilité affirmée, c'est une mobilité que l'on va penser sur le long terme. Les politiques dont on parle se sont mises en place récemment. Or, il faut penser le développement sur une période beaucoup plus longue, évidemment, parce que la question démographique va être au rendez-vous. Donc, mobilité, et donc, d'une certaine façon, bouger. Madame la ministre. Allez-y, je vous en prie. OK, mon mot c'est l'identité. l'identité. إذا عايز تهاجر من حقك إن أنت تهاجر بس ما تنساش بلدك. تحط بلدك جوه قلبك عشان بلدك بتحتاج لك. مهما خدت من خبرات، مهما خدت من تكريمات في الخارج، هتفضل بلدك دون تون كور. عشان كده قبل لما تهاجر تاخد الفاكسينيشن المظبوط، تفهم بلدك عشان تعرف ترد ازاي في الخارج، لانه هتتعرض لكثير من الاسئله، كثير من الحروب. لابد ان انت تبقى خارج متسلح. وعايزه اقول حاجه صغيره، الجندي في المعركه لما بينزل ايه اكتر سلاح بيبقى مع الجندي؟ ايه اكتر سلاح؟ بياخده الجندي في المعركه؟ الشيلد، الدرع، الايه؟ الخوذه. الخوذه لازم تركب بالخوذه، تحمي افكارك، تبقى مغذي افكارك بافكار ايجابيه، وخد بالك من صحتك النفسيه في الخارج، لان انت هتتعرض لكثير من الحاجات. اشحن نفسك تمام وانزل المعركه وربنا هينصرك ان شاء الله وبالتوفيق. شكرا. Merci beaucoup. Allez-y, Amin Awad. Vraiment en une minute, même pas. Well, the colleagues mentioned it. Migration is a choice. You have the choice to migrate. Mobility is a choice. The most important thing is one, to really integrate in the new society where you land, but also keeping an eye on your home. I think that dual culture, dual beliefs, and dual values is very important for success. And I think also for all of us, those who have been abroad as refugees, as students, or as migrants, keeping your eyes on the future, what the future holds, and that future is in your hand to really how you mold it, how you mold your life. And it's very important to keep people away from troubles, the whole allegations of terrorism, unrest, and so on and so on. Maybe it's a propaganda of communities that are not really happy with migrant and the way life. One has to integrate, respect culture, keep your eye on the future, how you can. But as our colleague said, also those who succeeded, they want to migrate, looking for better opportunity, and those who did not, or their economies did not allow them, they also migrated to look for better opportunity. So either way we look at it, it is becoming a reality. At the beginning of my talk, I talked about numbers, 200 million. I talked about the money that's moving around because of new opportunities found, and they all, especially from south to north movement, there are always families behind, and there are bigger communities that need the support of those migrants, and a lot of them feel a lot of heavy weight on their shoulder to deliver on these things. Thank you so much. Si vous le permettez, Latifa, je vais donner la parole à Kader, parce que je voudrais que vous ayez le mot de la fin. Alors, allez-y, cher ami. Je pensais à quelque chose, mais je vais en dire une autre. Et je vous explique pourquoi. Si comme nous y invite Rachid, on n'a qu'un mot qui peut être une idée, ce serait, de mon point de vue, le projet. C'est fondamental. D'abord, pour chacun d'entre nous, nous avons un projet de vie à chaque étape de nos vies. Donc, ceux qui souhaitent faire une partie de leurs études ou l'intégralité de leurs études dans le pays d'origine et qui pensent à se perfectionner ailleurs, doivent concevoir ce projet au point de départ, là où ils sont, mais également penser au point d'atterrissage.
Sans ce projet, on ne parvient pas à savoir ce que l'on veut et surtout, on ne trouvera pas ce que l'on cherche. Merci. Merci beaucoup. Latifa Ibn Ziatin, vous avez le mot de la fin. Pour s'adresser directement, voilà, à ces jeunes. Alors, moi, je m'adresse aux jeunes. Et moi, jeune, bien sûr, il faut toujours se projeter. Il ne faut jamais dire c'est pas fait faire pour moi, ça fait pour les autres. On est capable de faire ce qu'on a envie de faire. Vous savez, cette dame qui est en face de vous, mon rêve, quand j'étais jeune, je voulais être avocate. Je n'ai pas eu cette chance, je me suis mariée jeune, je suis partie en France, je fais des études. Et on regarde le drame où il m'a ramenée. Aujourd'hui, je suis plus qu'avocate. Je défends beaucoup de jeunes et j'accompagne beaucoup de jeunes. Et j'essaie de donner tout l'effort pour cette jeunesse dans le monde. Alors, je pense qu'on a besoin de créer les ponts, le dialogue et de se projeter dans l'avenir. Il ne faut pas avoir peur. Vous avez toute votre chance et je vous souhaite beaucoup de chance à vous tous. Et merci. Merci beaucoup Latifa. Alors, Frédéric Ancel a pu revenir. Donc finalement, c'est lui qui aura le mot de la fin, je suis désolé. Alors, je demandais juste aux uns et aux autres, vraiment, en vraiment très très court, s'adresser à ces jeunes, leur faire passer un message pour leur dire, bah voilà, peut-être le monde vous appartient, j'en sais rien. C'est vous qui allez voir qu'est-ce que vous avez à leur dire à cette jeunesse. En un mot. En un mot d'introduction, mais après il y a les 17 parties. Pardon d'être revenu in extremis. En un mot, faites le plus d'études possible. C'est pas seulement parce que c'est le prof qui a envie d'avoir des doctorants, mais qui vous dit ça, avis aux amateurs, mais c'est parce que c'est extraordinairement important. Vous le savez, donc ce que je dis est un truisme, se cultiver, s'enrichir intellectuellement, essayer de comprendre les autres. Je n'ai pas dit d'être nécessairement d'accord avec les autres, mais en tout cas comprendre leur représentation, ça vous donne, je vais utiliser un vieux terme de François médiéval, ça vous donne un booster, oh la honte, ça vous donne un moteur d'efficacité professionnelle dans la vie extraordinaire. 1, 2, vous serez, pour la plupart d'entre vous, amenés à travailler à l'étranger. Je veux dire à l'étranger par rapport au Maroc ou par rapport à la France, dans les différents étrangers. On l'a dit tout à l'heure, les frontières, elles sont amenées de toute façon à s'ouvrir, et elles s'ouvriront d'autant plus et d'autant mieux si vous avez un bagage important et si vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et puis, dernier point, et là, c'est pas seulement le géopolitologue, mais c'est le citoyen français patriote qui vous parle, venez en France. On a besoin de vous, on a besoin de cerveaux et notamment de nos frères marocains. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Si je peux oser, moi, juste un mot, je dirais oser. Et ce mot-là, vous en faites ce que vous voulez. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir participé à cette discussion. C'était un plaisir.